Bonjour à tous. Petite vidéo sur les Skaven et sur une stratégie pour pour jouer de manière le plus efficace possible. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on affronte le meilleur joueur qu'on ait jamais affronté jusqu'ici, qui est un joueur qui joue KO en face, qui a fait une très belle première mi-temps. Le problème pour lui, c'est que donc c'est l'un des gros désavantages de Blood Bowl 3 et des jeux en ligne, enfin de Blood Bowl 3. Hein, c'est-à-dire que le système de ladder fait que vous pouvez rencontrer une équipe qui est beaucoup plus expérimentée que vous. Donc vous allez avoir de la trésorerie pour compenser cet écart. Là par exemple, le joueur adverse a pris une superstar, qui est Ledwit Fouebra, si je dis pas de bêtises, et qui a des compétences très utiles contre les Skaven, à savoir lutte, tacle, que prensile. Il a aussi deux têtes, ce qui fait qu'il peut esquiver sur du 2+ partout. Enfin sur du 2+, euh, alors non, il a JT 4+, il va, il va esquiver sur du 3+, quand il va avoir une case vide, mais c'est un star player qui est très intéressant, qui est très fort, notamment contre les coureurs des Gooskaven, qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe. Euh, Pourquoi est-ce que je vous mets ce match et pourquoi je le mets en cours de match? Au tout début, je me suis dit que le match serait pas intéressant pour vous, dans le sens où une équipe rookie contre une équipe expérimentée, c'est difficile. Cependant, l'adversaire joue vraiment pas mal. On va démarrer le deuxième mi-temps en 10 contre 10. Et donc je vais essayer de vous montrer une tactique Skaven que je mets souvent en place pour remporter les matchs un peu tendus comme ça. Donc ça s'appelle la technique de l'aspiration. L'aspiration, c'est quoi? Comme je l'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, il y a un principe à Blood Bowl qui s'appelle le ball control, et qui permet en fait, le principe c'est d'essayer de marquer le plus tard possible pour laisser le moins de tours possible, idéalement un seul, à votre adversaire pour avoir le ballon en attaque. Et comme ça veut dire que si vous arrivez à marquer tour 8, l'adversaire n'aura sûrement que très peu de possibilités pour marquer tour 16, et donc vous vous assurez un 1-0 sur votre drive. Là, dans ce cas-là, l'adversaire a très bien attaqué en première. J'ai réussi à le contrer en début du match, mais il a réussi ensuite à mener une très belle attaque et à égaliser tour 8. Ce qu'on va essayer de faire ici, ça va être d'attaquer de manière. Enfin, on va tout simplement essayer de marquer tour 16, parce que comme l'adversaire joue plutôt pas mal, si on marque avant, il y a des chances qu'il arrive à aller chercher une égalisation. En plus, il va pouvoir nous mettre la pression dès le début de sa défense, il a tiré une, une perfecte défense et il a un très bon rebond de ballon juste devant un de nos joueurs. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est la priorité c'est toujours de protéger le ballon. Donc on va mettre des joueurs autour de la balle et on va essayer de faire en sorte de libérer un blitzer pour pouvoir taper à. Donc là on ne pourra pas avoir mieux que 1D sur un guerrier du chaos, c'est un gros qui est force 4 ici. C'est dommage pour lui qu'il n'ait pas mis deux joueurs ici, parce qu'on aurait du mal à libérer dans tous les cas le, le Raogre. Donc s'il avait mis deux joueurs, il aurait pu avoir deux zones sur la balle. Là, il a qu'une seule zone pour gérer la balle et on va espérer que ça sera pas suffisant pour nous. On pourrait décider de la ramasser dans une seule zone de tacle, mais on va essayer de libérer un blitzer afin de blitzer sur le guerrier du chaos et de ramasser facilement la balle. Donc, on a réussi un premier blocage pour libérer notre joueur. On va en avoir un deuxième un peu plus complexe à 1D ici, où en fait il nous faut tout sauf un crâne. Donc on a un bloc, l'ogre n'a pas bloc, mon blitzer a bloc, et donc on fait tomber l'ogre à terre. On va ici avoir euh, un deuxième blocage important à 1D. Donc on essaie de former une ligne pour protéger un peu le ballon. Et donc on va blitzer à 1D ce guerrier du chaos qui nous gêne devant le ballon. On a assez de réussite et on claque un pot. On va, on va le laisser un peu sur le côté du terrain pour lui passer l'envie de se relever ou pour lui mettre de la pression. Donc là la priorité c'est de ramasser le ballon et de reculer immédiatement. Voilà. Donc on va pouvoir mettre en plus à profit la théorie de l'aspiration, parce que c'est dans ce genre de match là qu'elle est très précieuse. À savoir que. Alors, on va finir le blocage. Donc on va prendre un peu sur la réserve de temps, mais c'est important. Voilà, donc on a mordu un peu sur la réserve de 37 minutes 30. On voit que l'adversaire a mordu lui sur sa phase d'attaque à lui. C'est normal, c'était un premier tour compliqué à cause de cette balle qui a rebondi très proche du terrain et sur laquelle il a pu positionner des joueurs.
Donc on est à 10 contre 10, on voit que l'adversaire joue vraiment plutôt pas mal. Il a très bien placé ses joueurs. Là, il a peut-être pas voulu prendre de risques sur les deux joueurs sur le côté, parce qu'il y a la possibilité de se faire mettre en touche par le Ogre. Donc il a pas voulu prendre. Enfin, c'est clairement une stratégie où il veut limiter la possibilité de se faire mettre en touche. Et donc, alors en quoi consiste le phénomène d'aspiration Kiskaven? Comme je le disais, ça repose sur le ball control, donc c'est-à-dire que la volonté de marquer le plus tard possible. Cependant, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'en fait, on veut attirer l'adversaire dans notre moitié de terrain. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est qu'on a plus de mouvements que notre adversaire. Donc c'est une stratégie qui marche aussi très bien avec tous les types d'elfes notamment. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que si vous transpercez l'équipe adverse avec votre porteur de balle et que vous allez dans sa zone à lui, en fait, avec ses joueurs à lui, il va pouvoir revenir sur votre attaque et donc il sera en mesure de vous gêner euh, sur, et de vous forcer potentiellement à marquer vite en vous mettant la pression. Alors que si vous êtes comme ça avec le balle dans votre camp, en fait, il est incapable de savoir de quel côté vous allez partir et c'est vous qui dictez le tempo du moment où vous accélérez. Alors ce qui est important, c'est de ne pas se tromper sur le moment où on accélère. Et là, par exemple, ça va être ici, on a pas mal de joueurs engagés un peu de tous les côtés, et donc on est potentiellement en danger. Donc là, on voit qu'on a le rock qui est un peu bloqué là-bas. On va essayer de... Donc ce qui se passe dans ce cas-là, pour réaliser cette technique, on va souvent utiliser ce qui s'appelle l'essuie-glace. Donc c'est-à-dire que on va aller d'un bout à l'autre du terrain pour essayer de trouver la faille dans le camp adverse. L'objectif, c'est vraiment de l'attirer. On va voir si il vient vers nous ou pas, ou s'il reste dans sa moitié de terrain à lui. On a notre... un double crâne, on va le relancer. C'est dommage, on n'est pas passé loin de passer l'armure. Euh, Là, on a fait ça pour pouvoir bloquer avec le Rogre 2 fois à 2D si on n'avait pas réussi à faire tomber la balle sur le premier blocage. Alors ici, on a 2 joueurs contre 3 joueurs. La situation n'est pas si catastrophique que ça. On va sûrement faire une esquive en fin de tour, mais d'abord, non, on va faire une esquive maintenant. Le joueur qui est bord de terrain quand même pour essayer de le protéger, pour former un rideau devant nos porteurs de balle. Ça nous permet aussi d'éviter de faire ce qu'on appelle les caches classiques. Donc là, on a fait un blocage à 2 décomptes, donc c'est l'adversaire qui va choisir le résultat du dé, parce qu'on a moins de force que lui. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ici? Il faut savoir que quand c'est pas le joueur actif qui tape, par exemple l'ogre ou le rogue on châtaigne, mais s'ils se prennent un 2 décompte comme ça, euh, même si votre joueur tombe par terre, la châtaigne ne s'applique pas. Donc là par exemple on a réussi à repousser l'ogre sans prendre plus de dégâts que ça. On rate une esquive ici, c'est pas trop important, c'est la fin du tour. Le but ici c'était d'éviter que le rogue soit collé à l'ogre et que s'il veut aller taper avec son ogre, mon rogue, il soit obligé de blitzer pour le faire tomber. Voilà. On a une équipe qui est plus expérimentée, hein, qui a 1 200 000 par rapport à l'adversaire. Donc on a un rogue qui a blocage, on a un blitzer qui a châtaigne ici. On va activer les compétences. Voilà. Donc on le voit, on a 2 joueurs qui ont blocage, les 2 blitzers, il y en a un qui a châtaigne en plus. Et on a les coureurs d'égout aussi qui ont. Donc le porteur de balle a arraché la balle. C'est normalement pas lui qui va essayer de marquer, mais là comme la balle était très proche, on a préféré ramasser la balle avec le coureur d'égout le plus proche de la balle. Et sinon on a un coureur qui a blocage, un coureur qui a lutte. Donc on a 3 coureurs avec une compétence chacun, là où l'adversaire n'a vraiment aucune compétence, à part celle de sa star et de ses joueurs chaotiques habituels. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est que l'adversaire ne sait pas forcément trop quoi faire. Parce qu'en fait, il comprend bien que s'il avance, il prend des risques. Mais le truc, c'est que il sait pas trop comment gérer notre attaque. Donc le rock qui est par terre, c'est toujours problématique.
Surtout que l'adversaire peut souvent tenter de l'agresser. Mais après ici on était obligé de, avec le début de match sous pression, on n'a pas pu libérer la Rogre. En règle générale, sur une bonne technique d'aspiration, on va dire qui fonctionne comme dans un plan parfait, en fait le Rogre, on va taper sur la losse avec lui et on va le faire, on va carrément blitzer avec lui et on va se replier en arrière pour protéger le joueur. Donc là, il va tenter de faire une agression sur le Rogre. Il a totalement raison de la faire parce que c'est un joueur qui est très important. Mais en faisant ça, il nous crée une ouverture pour notre tour 3 sur le côté. En plus, il envoie sa star de l'autre côté, ce qui est intéressant. Qu'est-ce que l'adversaire va m'agresser avec cet homme bête là? C'est probablement le bon choix. Il tente un blitz à 2 d'abord. Donc on voit que l'adversaire continue à taper un peu dans sa réserve de temps. Et donc là, ça va sûrement partir sur une agression du Rogre à plus 4. Donc l'agression, plus vous avez de soutien, plus vous agressez avec efficacité. Donc on a de la chance, le Rogre reste sur le terrain, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Donc l'objectif quand vous jouez comme ça en stratégie d'aspiration, c'est de faire peur à l'adversaire aussi. C'est de lui laisser penser que vous allez marquer à tout moment. Donc il faut l'inquiéter un petit peu. Ouh, on vient de tuer notre premier joueur à Blood Bowl 2. À Blood Bowl 3, pardon. Donc, on voit la petite tête de mort ici qui signifie que le joueur est décédé tout simplement. Donc on laisse le porteur de balle derrière le rideau de joueurs ici. Donc en fait, ce qui est pas mal par rapport au cache classique que vous voyez souvent où il y a 5 joueurs autour, 4 joueurs autour du ballon, c'est qu'en fait là on fait un rideau à 3 joueurs, ce qui nous laisse un joueur de plus qu'on peut parfaitement exploiter pour aller à 2 endroits. Donc là voilà, on envoie un coureur Skaven en profondeur, ce qui va sûrement, on n'est pas sûr de ça, mais inquiéter le joueur adverse. Et donc on va potentiellement pouvoir en profiter derrière. Donc là c'est pas mal parce qu'un 3 quarts Skaven qui peut taper un guerrier de chaos, c'est pas tous les jours que ça arrive. Voilà. Par contre, par exemple, là, le deuxième coureur Skaven, on va pas l'envoyer en profondeur, lui. On va le laisser en retrait avec cette grande ligne qui fait que, même si donc là on a 4 joueurs qui sont dédiés à la protection du ballon, qu'on voit là, en fait, ces 4 joueurs-là ne peuvent pas. Enfin, on prend beaucoup plus de terrain qu'avec une cache classique. Donc on va finir avec ce blocage ici. On a bloc, pas l'autre adversaire. Et c'est la fin du tour. Ah, donc l'adversaire, en fait, l'idée c'est de lui créer des sources de distraction. Euh, donc il a un coureur Skaven en profondeur qui va devoir gérer. Il a le Rogre au milieu de terrain qu'il n'a pas envie de laisser reprendre ses esprits et il aimerait bien le neutraliser définitivement. Et il a ce ballon au milieu de notre terrain à nous qui peut pas gérer pour l'instant. Hmm. Voilà. Ce qui est hyper important avec ce rideau qu'on fait autour de nos joueurs, c'est aussi de créer en fait une zone où le coureur Skaven pourra toujours s'échapper. Hmm. Voilà. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que il a un tacle et un queue prehensile qui nous a d'ailleurs beaucoup embêté en première mi-temps et qui nous pourrait nous forcer à faire une esquive 3 sans relance, enfin sans relance d'esquive qu'on a naturellement avec le coureur Skaven. Là ici, le joueur ne peut pas atteindre facilement mon porteur de balle. Il lui faudrait 2 paquets alors qu'il est solitaire pour venir coller mon porteur de balle. Alors c'est peut-être ce qu'il va faire. Donc, alors, je pense que l'adversaire fait une des meilleures stratégies possibles contre la nôtre, c'est savoir essayer de créer une pression individuelle, notamment parce il a des joueurs avec plus de force que les nôtres. Et donc, en fait, il va essayer vraiment de créer des 1 contre 1 un peu partout sur le terrain. Et donc, il va sûrement faire les go for it avec son champion. Il a réussi à les faire. Voilà. Donc là, on a une option qui paraît pas mal, c'est le blitz
du Gutter Skaven ici qui a bloc sur, cette chose un peu embêtante qui nous gêne et qui va en fait faire que donc là le rogue n'a pas réussi à se relever, c'est dommage, mais qui va faire que ça va libérer le porteur de balle assez facilement c'est un 1D mais il n'y a que le crâne qui nous pose problème. Voilà, donc on a un pot, c'est très intéressant. Oh, et en plus on a mis KO la star adverse. C'est clairement le genre de réussite qu'on est très content d'avoir. Et donc là, comme je dis, on n'est pas pressé, on revient en arrière, mais vraiment, enfin, on peut même aller dans son embut, hein. Clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, on va le faire ici, même si c'est pas nécessaire, on pourrait aller moins loin. Voilà, et on est tour 12, il nous reste encore 4 tours pour aller marquer derrière. 4 tours, quand on a un coureur Skaven qui se déplace à 9 de mouvement, c'est 3 tours de trop, on va dire. Voilà. Et donc là, on va essayer de taper là où on peut taper. Oh bah, on a pas mal de réussite en plus, parce que là, on fait un KO à 1D qui était un peu critique. Et du coup, là, on vient de faire une sortie. Donc, on est pas mal. Ah, donc, toujours, l'objectif ici, c'est de revenir ici, de créer un rideau pour essayer d'attirer l'adversaire vers nous. Donc là, ici, on a une esquive 3+, mais qui est relançable. Donc, on va la faire en premier. Et on va voir ce qui va se passer. Elle a été réussie sans faire GD, donc on peut faire la 2+ derrière, sans trop de problème. Voilà. Et donc là, on a un blocage de ici, qui est plutôt intéressant. Un joli pot. Voilà. Et après, on a cette esquive là qui est pas mal, qu'on a réussi aussi, donc on se sent pas mal. Et ce 2D contre ici qui est très intéressant aussi. Voilà. Et donc là, en fait, tant qu'il n'y a pas de crâne, enfin, et même s'il y avait eu un crâne, on ne l'aurait pas relancé. Mais là, en gros, on laisse l'ogre sur place et sans possibilité de jouer. Ce qui est très important donc, quand on applique cette stratégie, et on l'a vu là, et c'est ce qui a un peu gêné mon adversaire sur le tour d'avant, c'est de laisser les joueurs. Vous jouez Skaven, vous avez plus de mouvement, donc vous voulez prendre plus d'espace que l'adversaire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne colle pas, on essaie d'éviter au maximum de coller ces joueurs, à part pour apporter des soutiens comme on l'a fait sur le côté droit là. Mais sinon, on va surtout mettre 2 cases d'écart entre les joueurs, histoire d'éviter de prendre trop de pression sur ces joueurs et de se retrouver dans une mêlée à 3 contre 3 où nos joueurs n'ont pas la force pour l'emporter. Bon, là normalement on a sûrement fait assez de dégâts pour l'emporter, il va falloir faire attention parce que l'adversaire va peut-être être tenté de prendre des risques pour essayer de faire tomber le ballon vu qu'il est en situation un peu désespérée. Il a blitzé en faisant un paquet alors qu'il n'était pas obligé. Mais en fait ça lui permettait, si il ne faisait pas tomber mon joueur, de le repousser sur l'ogre qui aurait pu le taper derrière. Alors, il va tenter de piétiner mon Blitzer Skaven. Et il ne passe pas l'armure, c'est pas de chance pour lui. Donc là on voit qu'on a un côté droit qui est plutôt fort. Donc c'est clairement par là-bas qu'on va se rendre. On va faire 9 cases dans ce sens-là. Et on va se rapprocher tranquillement de la zone d'embut adverse. Donc là on a relevé la rogre, on a blissé un joueur pour en fait mettre un peu de poids au milieu de terrain et être plus tranquille on va dire sur notre capacité à passer sur un côté plus facilement. On va plutôt taper avec le coureur Skaven 6 que lui il a lutte. Donc comme ça si ça se passe mal, on peut s'en sortir. Donc on n'a pas réussi à faire tomber, mais on a une deuxième chance ici. On va juste protéger au cas où il y a un accident. Voilà.
Pas mal de flèches, mais c'est pas dramatique. Même si on reste collé, en fait, il n'a pas des joueurs avec la portée suffisante pour contourner toute notre équipe et aller taper le porteur de balle. Donc vous voyez, au tour d'avant, on était dans la zone d'en-but, et 9 cases plus tard, et le tour d'après, on n'est plus qu'à 3 cases de la ligne de scrimmage, et donc en position de passer dans le terrain à côté. Son adversaire qui prend plus de temps pour réfléchir. C'est difficile pour lui, hein. 4 sorties encaissées, un KO, alors que de mon côté, une seule sortie, un KO. Sachant qu'il a sûrement fait pas mal de blocs. Je sais pas si on a l'option de savoir. Alors il a choisi une option. Donc il va sûrement essayer de venir refermer un peu le côté sur nous. Et c'est aussi pour ça qu'on a renforcé le centre du terrain pour le forcer à investir des joueurs dans l'opération. Donc on a un adversaire qui jette pas mal de dés. J'arrive pas à savoir ce qu'il me prépare. Il va sûrement user de sa réserve de temps pour finir son tour. L'ogre a réussi à bloquer le rogue. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. On espère juste que notre rogue va survivre parce que... Bon, il a réussi, même l'armure n'est pas passée. Donc il pourra jouer au prochain tour. Alors, il y a peu de chances qu'on se repose sur le rogue pour jouer au prochain tour parce que un double crâne serait trop problématique. Voilà, donc comme prévu, il a essayé de nous bloquer le côté. Sauf qu'en faisant ça, il a investi énormément de joueurs de ce côté-là. Et donc on va sûrement pouvoir essayer de passer de l'autre côté. Voilà, donc il se trouve que là en plus c'est assez facile parce que on a un passage en plein milieu du terrain. Donc on va s'engouffrer dedans. Et on va pouvoir passer de l'autre côté en ayant en plus investi un minimum de ressources. Voilà, donc on est désormais à portée de marquer, presque un tour trop tôt. Donc on va refaire un rideau ici, vous voyez, avec deux cases de différence entre les joueurs pour prendre le maximum d'espace. Toujours ces deux cases d'écart entre les joueurs pour éviter de se faire surprendre. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a blitzé avec le rogue? Parce que comme ça on libère la place au cours d'égout sans avoir de GD ce qu'il va faire. Et donc on peut s'envoler tranquillement sur le terrain. Alors oui, on a fait une parce que un peu étrange. Et donc là on a un dé qui est en fait mieux qu'une esquive. Parce que si on réussit sur un dé, donc c'est un 3+, parce que, qui compte comme, on compte comme repousser l'action, ça nous libère notre blitzer ici qui peut aller gêner les joueurs adverses lui aussi. Et donc là on a toute l'équipe adverse qui est prête à revers. Et avec la vitesse qu'on a nous, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de revenir en défense. Bon, notre supériorité numérique nous aide aussi beaucoup, hein, il faut l'admettre. Une relance de plus utilisée par l'adversaire.
par contre l'ogre en face massacre notre ogre. Mais bon, il le met seulement à terre, il n'arrive pas à passer son armure, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Donc là on sent l'adversaire qui se concentre plus sur les blocages qu'il peut faire que sur la défense du touchdown. Parce qu'il lui reste 3 joueurs à jouer dans le tour. Et pour l'instant on n'a même pas un semblant de défense devant notre attaque. Et bien d'ailleurs l'adversaire, donc ça c'est le principe du Blue Ball, c'est aussi l'aspect fun. C'est-à-dire que quand le match est perdu, et ben on peut se décider à changer un peu de stratégie et essayer de tuer les joueurs adverses. Donc là on vient de blesser notre AO, une blessure sérieuse qui veut dire qu'on va manquer le match. Donc on va essayer d'utiliser l'apothicaire pour voir si on arrive à... Soit c'est la mort, soit c'est la blessure sérieuse. On va prendre la blessure sérieuse, donc l'apothicaire permet de relancer le jet de blessure. Et en ligue, on va l'utiliser pour... Parce que là, ne pas avoir le rogue lors du prochain tour, c'est un vrai problème. Donc par contre, ce faisant, l'adversaire a totalement abandonné la défense. Mais on ne va pas marquer parce que, comme on l'a dit, on attend tranquillement le tour 16 pour aller scorer et ne pas laisser un tour à l'adversaire. Donc on est un peu inquiet pour notre blitzer avec des compétences qui va sûrement se faire agresser. Mais bon, c'est le prix à payer pour gagner les matchs aussi des fois, sacrifier des joueurs. Et si en tournoi on le fait de manière automatique et volontaire, parce qu'on sait que nos joueurs vont revenir à la partie suivante, c'est parfois plus compliqué en temps là. On est très content par contre parce que notre blitzer vient de choper une compétence en faisant cette deuxième sortie. Donc au moins on aura 2 blitzers avec des compétences. Donc tour 15, à mon avis l'adversaire va faire un blitzer 3D avec l'ogre ou avec un guerrier du chaos et va agresser notre dernier joueur à terre, enfin notre joueur à terre qui a une compétence. C'est le meilleur de se venger pour la défaite, c'est classique. Donc voilà, donc on l'aura vu le phénomène de l'aspiration avant, à un moment donné la balle était dans le camp. De toute façon, bien que la balle, le kick de la balle était très proche de la ligne, et même trop proche d'ailleurs à notre goût, on le voit bien, le fait de reculer, ça nous a donné de l'espace derrière. Alors on a pris l'avantage physique, ce qui nous a permis plus facilement aussi de s'en sortir. Donc là, il a fait un double sur la mission, donc il est expulsé du terrain. À moins d'arriver à contester, mais non. On est tour 16, on n'oublie pas de marquer. Et voilà. Donc défense fin de match. Il nous reste un 3 quarts à donner. Et donc c'est parti. Ah bon, encore 2 joueurs ici. Il me semble qu'on a mis un joueur avec 2 XP sur la loss. On va l'enlever afin de préserver au maximum notre équipe. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça en ligue? Enfin, notamment parce que là on est en ligue. Tout simplement parce que les joueurs avec 2 points d'expérience sont plus précieux que les joueurs qui ont 0. Il faut savoir qu'un joueur du match ça rapporte 4 points d'expérience. Donc ça veut dire que on peut très facilement avoir une compétence sur un de nos joueurs. Surprise. Et donc là voilà. L'adversaire a tiré surprise. Alors bon, il n'avait plus de joueurs de toute manière, mais même en supposant que l'équipe adverse a été à 11 joueurs et qu'il nous en restait plus que 3 ou 4 parce qu'on avait perdu trop de joueurs sur notre phase d'attaque, si on avait réussi à marquer tour 16, bah en fait on gagnait quand même le match 2-1 malgré les dégâts physiques encaissés. Donc vraiment cette technique de l'aspiration, je la pratique sur tous les matchs que je joue avec des équipes légères en règle générale. En fait on a un adversaire qui souvent ne va pas savoir quoi faire entre essayer d'aller mettre de la pression sur le ballon, essayer d'aller blitzer les joueurs qui sont en position de marquer. Et donc pendant ce temps-là, vous gagnez du temps et au moment où vous le souhaitez, vous accélérez sur un côté. C'est un jeu qui va, en fait, vous allez prendre le minimum de risques possible. Et ce qui va se passer, c'est que vous gardez vos relances précieusement en fait quoi. Et les relances, vous les utilisez au tour 5 et 6 pour passer au milieu de la défense adverse. Voilà.
Et c'est une attaque aussi qui permet, si le joueur investit deux trois joueurs sur un côté pour vous faire un peu de dégâts, tour 3 ou 4, vous pouvez facilement le contrôler de l'autre côté. Et en fait, la défense à Blood Bowl, c'est souvent de la réaction à ce que fait l'attaque. Et la technique de l'aspiration, c'est justement de ne pas faire grand chose et d'attendre le joueur dans sa moitié de terrain parce qu'on a plus de mouvement que lui. Et ainsi, l'adversaire va parfois un peu paniquer, ne pas savoir quoi faire. Et on va pouvoir le surprendre tour 5, tour 6 pour aller marquer tour 8 tranquillement et s'assurer un drive réussi. Voilà. Donc c'était la technique de l'aspiration, premier exemple, mais on aura l'occasion de le revoir à d'autres moments.